Merci beaucoup d'avoir laissé votre courriel et par ça, je comprends que vous voulez aller plus loin, vous êtes intéressé par la communication et c'est le premier pas que je vous proposais aujourd'hui. L'autre chose, c'est qu'on ne se connaît pas nécessairement. Et c'est important aussi de créer une relation entre vous et moi, que vous compreniez un petit peu de mon univers, comment j'enseigne, la philosophie en arrière de ça, et que vous puissiez tester, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous sentez que c'est pertinent dans votre vie, puis ça vous donne de l'énergie? Et c'est ce que je souhaite. Donc ça, c'est le point de départ qu'on se donne aujourd'hui. Donc merci encore de votre confiance. Autre chose qui est importante, la plupart des clients que j'ai vus dans ma vie, depuis une vingtaine d'années, peu importe leur situation, la façon dont ils se perçoivent, dont ils se sentent, leur vécu, leur vie, leur expérience, les défis qu'elles ont dans leur vie personnelle, professionnelle, il y a toujours un lien entre la communication et ces expériences-là. Toujours. Je ne dis pas que la communication, c'est le seul enjeu humain. Ce que je dis, c'est que la plupart du temps, la communication interpersonnelle est directement en lien avec des épreuves, des défis, un vécu, un enjeu qu'une personne veut surmonter. Il y a toujours de la communication interpersonnelle impliquée là-dedans. Donc, c'est absolument fondamental. L'autre élément, c'est qu'une grande partie des souffrances qu'on a sur une base quotidienne, le manque d'énergie, le manque de motivation, le manque de sens, le fait qu'on se lève le matin et des fois, on ne sait même plus pourquoi on se lève le matin. On est dans l'automatisation de nos tâches, on s'en va travailler, on sent qu'on n'a pas vraiment d'énergie, on a hâte à la prochaine période de repos. Il y a des symptômes qu'on vit et on a l'impression que puisque tout le monde vive ce genre de défi-là, c'est la normalité. Alors moi, je suis là pour vous dire que c'est peut-être normal statistiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'en satisfaire. Il y a beaucoup d'enjeux, de défis, de symptômes dont vous faites l'expérience sur une base quotidienne qui sont directement en lien avec la communication interpersonnelle. Donc, si vous sentez que vous manquez de motivation, d'énergie, d'objectifs, ça a un lien avec la communication interpersonnelle. Et c'est très important de comprendre que c'est sous notre contrôle. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai le goût de vous présenter les traits de personnalité. Pourquoi j'ai choisi de parler de cet aspect-là spécifiquement? C'est que ça nous prend un point de départ pour développer nos habiletés de communication. Et la personnalité, c'est quelque chose que tous les humains ont. Donc, premièrement, je vais vous dire que ça existe, la personnalité. Parce que je suis sûr que vous avez déjà entendu toutes sortes de choses sur la personnalité. Puis, il s'écrit, il se dit, il se véhicule toutes sortes d'informations. Et des fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, ici, dans Psychom, on se concentre sur ce qui est crédible scientifiquement. On essaie d'éviter l'éparpillement d'informations qui n'est pas soutenu scientifiquement parce que si c'est scientifique, ça veut dire qu'on a confiance qu'un, ces choses-là existent et deux, on maîtrise ces variables-là puis on est capable de faire des liens entre différentes variables. Donc, on peut jouer un petit peu comme un jeu à travers ces variables-là. Et j'aimerais vous amener dans la perception de la communication un petit peu comme un jeu, comme un sport. On peut bouger des variables, mais il faut avoir les bonnes variables, il faut savoir les règles du jeu. C'est cette philosophie-là qui est très excitante dans la communication parce que c'est ce qui vous donne le pouvoir. C'est exactement le concept des armes. Donc, il y a 5 traits de personnalité qui sont documentés scientifiquement. C'est très important de les comprendre parce que chacun des traits a ce qu'on appelle une valeur prédictive. Chaque trait peut prédire des comportements chez vous et chez votre interlocuteur. Et vous allez voir que si on parle de comportement, on parle d'interactivité entre deux personnes. Donc, la communication, ce sont des comportements. Si vous comprenez l'origine des comportements, vous allez être capable de comprendre et d'interpréter ce qui se passe chez l'autre personne précisément. Et la même chose pour vous. Donc, ça veut dire qu'on joue à un jeu et on connaît les règles. Et ça, c'est votre pouvoir. Et c'est absolument important pour créer des relations de confiance et atteindre des objectifs. Les 5 traits ont été définis scientifiquement et on peut démontrer que les 5 traits sont partagés par tous les humains, indépendamment de la catégorie des humains, indépendamment de la culture, du sexe. Les humains partagent ces 5 traits-là. C'est neurobiologique.
Donc, tous les humains de la planète Terre, on est presque 8 milliards sur la Terre, et on a quelque chose en commun, et c'est extraordinaire. On a 5 traits de personnalité. Maintenant, comment s'expriment ces 5 traits-là? C'est là où il y a une interaction entre la biologie et l'aspect social ou l'aspect environnemental. Donc, il y a 5 traits de personnalité, mais la façon dont chacun de ces traits-là s'exprime à travers chaque personne est une conséquence interactive entre la biologie et l'aspect environnemental. Donc, c'est un mixte. Donc, chaque personne a 5 traits de personnalité et chaque personne se situe sur le continuum des 5 traits de façon différente. Maintenant, regardons quels sont ces 5 traits-là. Le premier trait, le neuroticisme. Le neuroticisme, c'est la quantité d'émotions négatives qu'une personne vit. Alors, tous les humains ont des émotions, tous les humains ont des émotions négatives. Ça, c'est absolument normal. En fait, la plupart des humains ont plus d'émotions négatives que de positives. C'est absolument normal. Mais chaque personne vit ses émotions négatives de façon différente. Donc, une personne qui a un plus haut score de neuroticisme est plus souvent envahie d'émotions négatives. Donc, elle est plus souvent influencée et dérangée dans ses émotions négatives. Donc, ça veut dire qu'on va lire cette forme d'adaptation-là dans le comportement. On peut voir une personne qui est plus forte en neuroticisme qu'une personne qui est plus faible en neuroticisme. C'est relativement facile à identifier, puis je vais vous donner quelques clés pour commencer à le détecter et l'intégrer dans votre communication. Une personne qui a un plus haut score en neuroticisme va montrer différents comportements. Les personnes qui souffrent plus de dépression, d'anxiété, ont un plus grand score en neuroticisme la plupart du temps. Donc, une personne qui a un haut score en neuroticisme est beaucoup plus dérangée par les émotions négatives. C'est une personne qui va vivre plus d'impuissance. C'est une personne qui va être plus défensive. Ça va être une personne qui peut avoir tendance à avoir plus de retrait, s'évaluer plus, être plus consciente d'elle-même, s'auto-analyser. Donc, douter d'elle-même également. Donc, les scores plus hauts de neuroticisme sont associés à ces comportements-là. Ça peut être une personne également qui est plus, on va appeler volatile, c'est-à-dire que c'est une personne qui est plus irritable. C'est une personne qui a tendance à fluctuer plus dans ses émotions, est plus instable émotionnellement. Ces comportements-là font partie du trait de personnalité. Il n'y a pas de trait qui est une qualité ou un défaut. Un trait, c'est un trait. Donc, ça fait partie de notre ensemble, ça fait partie de notre instrument qu'il faut gérer et on en est responsable. Mais c'est important de savoir est-ce qu'on a une tendance forte en neuroticisme ou faible. Donc, voici les tendances fortes en neuroticisme. Donc, une personne qui est très forte en neuroticisme va être plus dérangée lorsqu'elle est contrariée. Elle risque d'avoir plus d'émotions négatives dans une conversation. Lorsqu'elle est dérangée, lorsqu'elle est en situation d'opposition, les émotions négatives ont tendance à augmenter beaucoup, ce qui va influencer tout le déroulement de la communication. Peut-être que vous avez un fort trait de neuroticisme. Pour vous donner un exemple, moi, je suis assez élevé en neuroticisme. C'est comme ça. Je suis fait comme ça. Ce n'est pas un défaut, mais je dois en tenir compte. Je dois prendre soin de moi. Je dois être très vigilant sur la façon dont j'utilise mes émotions négatives, parce que si ces émotions-là négatives sont hors contrôle, ça va complètement balayer mes stratégies de communication. Ça risque d'influencer la façon dont je crée des relations avec les autres. Donc, encore une fois, ce n'est pas un défaut, c'est un trait, mais je l'utilise de la meilleure façon possible. Donc, c'est important aussi de comprendre que les femmes, en moyenne, ont un score de neuroticisme plus élevé que les hommes. Pourquoi? C'est parce que les femmes ont des responsabilités plus grandes que les hommes sur le plan biologique. Donc, à quoi servent les émotions négatives? Ça sert à prédire le danger. Donc, si vous avez plus de responsabilités, par exemple, si vous devez vous occuper de vous-même et d'un enfant, ça veut dire que vous avez 2 vies à protéger. Donc, votre cerveau doit être plus vigilant pour voir venir le danger. Donc, un plus grand neuroticisme est adapté. Donc, c'est comme ça que ça a été construit biologiquement. Donc, les femmes, en moyenne, indépendamment de la culture, ont un plus grand neuroticisme, ce qui est normal. Alors, si vous avez un haut niveau de neuroticisme, il y a différents symptômes qu'on va retrouver dans les communications, que ce soit pour vous ou l'autre personne, ou la personne avec qui vous discutez. Un neuroticisme,
comme c'est corrélé à des émotions négatives qui sont élevées, ça peut être plus de défensivité. Donc, une personne va être plus défensive. Ça va être une personne qui va avoir un petit peu plus de difficulté à écouter. Ça va être une personne qui va être moins tolérante aux idées différentes, surtout si elle se sent envahie, elle se sent coupée dans son élan, contrariée. Donc, quand une personne a un haut niveau d'émotions négatives, ça va être important de surveiller son niveau attentionnel parce que les émotions négatives vont avoir une incidence sur l'attention consciente, qui est une fonction absolument fondamentale dans un dialogue, c'est-à-dire la synchronisation de l'attention des deux personnes. Évidemment, lorsqu'on synchronise l'attention, ça veut dire que cette synchronisation-là peut être influencée principalement par des émotions négatives. Donc, une personne qui a beaucoup d'émotions négatives va avoir plus tendance à revenir dans sa tête, réfléchir, préparer sa réponse et donc être plus défensive. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut observer parce que ça va changer vos timings de communication, c'est-à-dire qui parle et quand. Une autre chose, une personne qui a un haut niveau de neuroticisme a plus tendance à avoir des émotions négatives, donc va rechercher plus à court terme à diminuer les émotions négatives. Un dialogue ne doit pas principalement servir à réduire les émotions négatives et donc c'est un piège. Il faut absolument le savoir. Parce que si, par exemple, deux personnes ont des émotions négatives élevées, les deux personnes vivent de l'impuissance ensemble. Et ça a tendance à faire dévier la conversation au lieu d'atteindre un objectif commun. Ça a tendance à vouloir résoudre à court terme les émotions négatives, donc créer un soulagement. Le deuxième trait de personnalité s'appelle l'agréabilité. C'est la tendance à une personne à vouloir s'occuper des autres, réduire les émotions négatives des autres, augmenter les émotions positives des autres. C'est le trait qui a tendance à vouloir s'occuper du bien-être des autres. Les personnes qui scorent très élevé en agréabilité ont tendance à choisir des occupations très interpersonnelles, très relationnelles, où ils vont avoir le pouvoir et la capacité de s'occuper du bien-être des autres. Ce sont des gens qui pensent aux autres, ce sont des gens qui s'adaptent aux autres. Donc, évidemment, plus on score de façon élevée en agréabilité, plus on a tendance à s'adapter aux émotions des autres. Donc, ça veut dire que notre mode opératoire n'est pas tout à fait autonome. C'est une réaction face aux émotions des autres personnes. Et c'est important de comprendre l'agréabilité parce que ça peut complètement changer le cours d'une conversation. Je vous donne un exemple. Si vous êtes très élevé en agréabilité, lorsqu'une personne en face de vous va montrer des émotions négatives, votre premier réflexe, consciemment ou pas, va être de soulager les émotions négatives de la personne en face de vous. Donc, tout le cours de la communication ne consiste plus à atteindre un objectif commun, atteindre votre objectif, exprimer quelque chose qui est important pour vous. Ces éléments-là deviennent secondaires. La priorité de votre cerveau va être de soulager les émotions négatives de la personne en face. Et lorsque votre cerveau va être satisfait, ensuite, il va s'occuper de vous. Donc ça, c'est une tendance qui est un piège parce que ça veut dire que vous passez toujours en deuxième. C'est souvent quelque chose qu'il faut résoudre. C'est-à-dire que les personnes qui scorent très fort en agréabilité sont très généreuses, s'occupent des autres, mais elles ne sont pas capables de se vendre, ne sont pas capables de se prioriser. Et souvent, ce sont des personnes qui se font abuser par l'environnement et ce sont des personnes qui ont de la difficulté à prendre leur place. Donc, c'est quelque chose qu'on peut travailler, entre autres avec des stratégies de communication. Lorsqu'on le sait, on est capable de voir le pattern de conversation arriver, on est capable de déjouer ce trait-là, pas parce que le trait est un défaut, parce que le trait ne favorise pas toujours nos objectifs, ne favorise pas toujours les meilleures stratégies relationnelles ou de communication. Il faut seulement être vigilant par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui me consultent ou qui font les formations qui sont malheureux, ils se sentent abusés par les autres, ils sentent qu'ils ne sont pas valorisés suffisamment. Ce sont des gens qui ils sentent qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils souhaitent. Un des problèmes principaux de ça, ça va être souvent une combinaison de neuroticisme élevé et d'agréabilité qui est élevée. Donc, c'est important de comprendre l'impact du trait d'agréabilité et surtout de savoir comment prendre sa place. Encore une fois, il y a des différences entre les hommes et les femmes sur le trait d'agréabilité. Les femmes sont plus agréables que les hommes en moyenne dans toutes les cultures du monde. Encore une fois, c'est normal parce que les femmes ont une plus grande responsabilité que les hommes, c'est-à-dire elles doivent s'occuper d'un enfant immédiatement. L'agréabilité
permet de lire les expressions faciales. L'agréabilité permet d'être plus empathique. Et c'est exactement ce qui est requis pour s'occuper des autres et s'occuper d'un enfant. Si, par exemple, les femmes étaient très faibles en agréabilité, mais qui auraient la responsabilité d'avoir des enfants, ne pourraient pas s'occuper d'un enfant. Et donc, toute la société actuelle ne serait même pas possible. On ne serait même pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est, encore une fois, absolument adapté. Mais il faut faire seulement attention à ce que l'agréabilité ne soit pas la force principale qui guide nos modes d'opération, nos modes de communication, la façon dont on se valorise et on fait valoir nos idées. Mais rassurez-vous, tout ça se reprogramme avec la pratique des bons exercices. Troisième trait de personnalité, l'ouverture. L'ouverture, c'est le trait qui favorise la pensée divergente. L'ouverture favorise la créativité, l'art, le fait d'être original, le fait d'amener des nouvelles idées. Les personnes qui scorent très fort en ouverture ont souvent un sens artistique qui est élevé, comme tous les gens qui m'entourent présentement que vous ne voyez pas. Alors, ce sont des gens qui ont beaucoup d'idées, qui sont capables d'être originales, qui sont capables de sortir des sentiers battus. Ce sont des gens qui sont créatifs. Lorsqu'on veut avoir des nouvelles idées, on a besoin de ces personnes-là avec une forte ouverture. Ce sont nos artistes. Ce sont aussi nos philosophes. C'est ceux qui réfléchissent à des concepts abstraits. Donc, une personne qui est très forte en ouverture a tendance à partir et mettre son attention un petit peu partout. C'est normal. Le trait de personnalité guide un petit peu ce mode opératoire-là. Par contre, en communication, le défi avec les personnes d'une plus grande ouverture, c'est que l'attention peut fluctuer un petit peu plus. Et donc, on a moins d'attention soutenue, autant dans les phases d'écoute, autant pour persévérer, pour aller au bout d'un sujet. Donc, des fois, ça fait des personnes qui s'écartent un peu d'un sujet de conversation. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement un défaut, mais il faut s'en rendre compte. Parce que lors d'une communication, ce qu'on veut, c'est atteindre quelque chose qui a du sens ensemble. Donc, si on est trop dans la pensée divergente, on n'est pas capable de refermer le discours. Et ça va créer un problème parce qu'on va avoir ouvert beaucoup de boîtes, mais on ne tombera pas dans des solutions ou des enjeux partagés ou une solution partagée, ce qui est vraiment important dans des conversations, dans des communications importantes. Les personnes qui scorent plus faibles en ouverture sont parfois moins à l'aise sur le plan verbal. Donc, si on va aller creuser un enjeu, les mots peuvent sortir moins facilement. Il y a des gens qui sont plus verbomoteurs, ça c'est un autre trait dont on va parler prochainement, mais pour avoir des mots à dire, pour avoir des phrases, ça prend des idées. Donc, le trait d'ouverture favorise le fait d'avoir des idées, d'avoir des concepts qui peuvent être ensuite matérialisés ou exprimés sous forme verbale. Donc, une personne qui est moins ouverte, parfois, ça peut être plus difficile d'aller dans des sujets qui sont plus abstraits. Ça fait partie des défis de communication qui sont reliés à l'ouverture. Quatrième trait maintenant, l'extraversion. Ça ne sera pas une très grande surprise pour vous. Les personnes qui sont très extraverties, ce sont des personnes qui sont à l'aise dans l'expression, dans l'affirmation personnelle, le fait d'être entouré de gens, d'avoir l'attention, d'aller capter l'attention. Les personnes qui scorent plus fort en extraversion ont souvent plus d'émotions positives. Donc, l'extraversion est corrélée aux émotions positives. Autant le neuroticisme est corrélé aux émotions négatives, autant l'extraversion est corrélée aux émotions positives. Donc, les personnes qui scorent très fort en extraversion ont plus d'émotions positives. Ce sont aussi des gens qui ont plus de relations sexuelles, sont capables d'être stimulés par n'importe quel élément de l'environnement. Ce sont des gens qui sont aussi plus impulsifs. Ce sont des gens qui vont avoir tendance à sacrifier le futur pour prioriser le moment présent. Donc, ils réagissent très fort en termes dopaminergiques. Donc, la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui réagit au renforcement et aux stimuli autour de nous. Maintenant, les personnes qui ont une forte extraversion ont plus de capacité à s'exprimer. C'est une force. Et là, ça se peut que vous vous dites, mais moi, je ne suis pas extraverti. Est-ce que ça veut dire que je suis condamné à avoir une mauvaise communication? Absolument pas. Nous ne sommes pas prisonniers de nos traits de personnalité. C'est simplement une base, c'est une tendance naturelle. Mais votre personnalité ne représente pas tous vos choix conscients. C'est-à-dire, oui, il faut le savoir, d'où vous partez, quelle est notre tendance automatique, mais une fois qu'on a pris conscience de ça, il faut se demander quel choix conscient on doit faire en termes de stratégie de communication, même si notre cerveau a une certaine tendance. Je vous donne un autre exemple. Une personne qui est très forte en extraversion,
On peut dire, waouh, c'est une super belle force, une personne qui aime communiquer, s'affirmer, mais ce n'est pas corrélé à l'écoute. Et l'écoute est extrêmement importante en stratégie de communication. Donc, si une personne est trop extravertie, ça peut être difficile pour elle d'écouter. Donc, chaque trait a des avantages dans certains contextes et des inconvénients dans d'autres contextes. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours être conscient de soi parce que notre cerveau va nous faire des tendances. Il faut être en mesure de prendre des décisions qui sont conscientes, qui sont claires, qui sont réfléchies pour atteindre les objectifs qui sont importants pour nous. Cinquième trait de personnalité s'appelle la conscienciosité. La conscienciosité, c'est le deuxième meilleur prédicteur de succès au monde, que ce soit dans le monde académique et que ce soit dans le monde professionnel. Le premier prédicteur de succès, autant dans le monde académique que le monde professionnel, c'est le QI, le quotient intellectuel. Par contre, il n'est pas modifiable dans notre existence. On ne peut pas l'augmenter ou le modifier. OK. Le deuxième meilleur prédicteur, c'est la conscienciosité, qui est le trait de personnalité. Et là, on a un plus grand contrôle sur ce prédicteur-là parce que la conscienciosité permet l'organisation des actions pour atteindre des buts à grande valeur à long terme. La conscienciosité permet d'éviter de perdre notre temps sur des stimuli, sur des buts qui sont secondaires, qui sont en fait des distracteurs. Le trait de la conscienciosité nous permet d'organiser des étapes, organiser nos actions, faire des plans. Les personnes consciencieuses sont des personnes organisées, disciplinées, persévérantes. Ils sont capables de résister aux interférences des émotions négatives. Plus une personne est consciencieuse, moins l'interférence des émotions négatives va déstructurer leur action et leur plan. Ce sont des personnes sur qui on peut compter, des personnes extrêmement fiables, des personnes qui sont capables de remettre des objectifs, refaire des plans de match. C'est le trait qui nous organise. C'est le deuxième meilleur prédicteur au monde de succès. Évidemment, ça n'explique pas tout le succès, mais c'est très important de comprendre que la conscienciosité est un trait qui favorise l'atteinte d'objectifs et donc qui favorise la création de valeur. Et la création de valeur n'est jamais sous le coup de l'impulsion et n'est jamais court terme. C'est toujours moyen et long terme. Si on revient à la communication, lorsque vous êtes en face d'une personne, il y a une structure à l'intérieur de toute communication humaine. C'est le but des formations qu'on fait ici présentement, c'est le but de ce qu'on fait en ce moment, puis c'est comme 1, 2 et 3, c'est d'organiser des dialogues pour qu'il y ait une construction. Si nous n'avons pas de plan de communication, si nous ne sommes pas capables de comprendre les signes, d'organiser notre communication, nous n'avons pas le choix que d'être sujet à l'influence des émotions négatives et de l'impulsivité. Plus le plan est clair dans une communication, plus vous êtes capable de vous adapter à l'imprévu, parce que chaque communication est une forme d'improvisation, mais il y a des règles. Si vous comprenez les règles, vous allez être capable de vous organiser et de vous orienter dans des communications, et ça veut dire que vous allez être capable de résister aux interférences des émotions négatives. Même si vous avez un neuroticisme élevé, une agréabilité élevée, une ouverture élevée, si vous avez conscience des règles qui sont toujours présentes dans une communication, vous allez toujours être capable de réorganiser la conversation tour de parole par tour de parole, même si c'est une improvisation. Cette structure-là permet de neutraliser les émotions négatives. C'est possible d'augmenter notre conscienciosité. Et je vous propose d'augmenter votre conscienciosité à l'intérieur des dialogues. Donc, si la conscienciosité est un prédicteur important de succès, ça veut dire que la conscienciosité est également un facteur important pour réussir vos dialogues. Donc, pour être consciencieux, ça prend des armes, ça prend une structure et ça prend un plan. C'est ce qu'on est en train de bâtir en ce moment, c'est-à-dire une grille d'analyse qui vous permet de vous orienter dans les conversations, qui vous permet d'improviser sans que ça aille dans n'importe quelle direction, parce que lorsque la conversation se déstructure, c'est là où nos tendances agréables reviennent à la charge, nos tendances d'émotions négatives reviennent à la charge. Et c'est là où on a peur. On a peur de perdre des occasions, on a peur d'augmenter les émotions négatives, de gâcher des relations. Mais avec plus de structure, avec les bons outils, avec les bonnes armes, on est capable de faire avancer n'importe quel dialogue. La méthode que je vous propose chez Psychom permet d'augmenter votre conscienciosité, votre capacité à faire arriver des objectifs et créer des relations
dans n'importe quelle conversation. L'important est d'avoir conscience d'où vous partez dans vos traits de personnalité, quelles sont vos tendances et que vous puissiez adapter des décisions conscientes et stratégiques en fonction des conversations importantes que vous avez et en fonction des buts importants que vous avez dans votre vie. Une chose est sûre, vous n'êtes pas prisonnier de vos traits de personnalité. C'est une base, il faut en être conscient. Et lorsque vous en êtes consciente, vous êtes capable d'adapter des comportements qui sont stratégiques et qui vont produire des résultats dans la vie réelle. Que ce soit pour votre interlocuteur ou vous, il y a des tendances naturelles qui vont arriver. Et ce qui est important, c'est d'adapter ces tendances-là avec des comportements stratégiques. Donc, en résumé, vos 5 traits de personnalité vous donnent des tendances automatiques, mais c'est important de les adapter dépendamment des circonstances et de la conversation. Et ça se fait. Donc, voici la prochaine étape. Prenez conscience de vos 5 traits de personnalité. Essayez de déceler vos tendances naturelles et prenez conscience que même si vous avez des tendances naturelles, il y a des comportements stratégiques que vous pourriez mettre en place. Évidemment, aujourd'hui, l'objectif, c'était de découvrir les 5 traits de personnalité. Et la prochaine étape que je peux vous proposer, c'est de vous informer sur les formations Psychom 1, 2 et 3 qui vous permettent d'adapter votre personnalité aux circonstances des communications et vous donner les outils et les armes nécessaires pour faire face à n'importe quelle relation et communication interpersonnelle. Vous allez recevoir un courriel de notre équipe pour la suite des choses, une proposition des différentes possibilités pour continuer votre formation et votre découverte de vous-même et de la communication. Merci énormément encore une fois de votre confiance et à bientôt.